Salut à toutes et à tous. La saison 2 d'Upset a débuté par un Eurobasket de haute volée. Le mois d'octobre approche, avec lui son cortège de compétition. Laissez-nous vous présenter la plus renommée d'entre toutes, l'Euroleague. Mieux que 30 previews en 30 jours, plus beurré que les 4 quarts, on vous sert les 3 tiers. Vamos! Bonjour à toutes et à tous, on vous retrouve pour parler Euroleague. Comme précisé dans l'introduction, on est très content d'être en petit trio aujourd'hui. Il y a Mathieu et il y a Olive. Salut les gars, comment que c'est? Salut Corentin. Forme. Alors par contre, bonjour à tous n'existe absolument pas, parce que vous le savez tous que bonjour ne termine pas par un S ni par un Z. Ceci étant, voilà, c'est cette histoire de balancer une jolie petite intro. Ça va les gars? Ça va, content de parler d'Euroleague. Et pas de français. C'est ça. Non, ça va être une saison historique, donc c'est cool d'en parler ensemble. En plus, nous, on a un tiers qui est intéressant. Il y a pas mal de clubs historiques qui sont de retour. Aujourd'hui, le tiers qu'on va aborder, c'est le tiers 2, donc les équipes que l'on imagine nous classer de 7 à 12. Bon, ces équipes, on peut le lister, hein. Il s'agit donc de la Virtus Bologne, de l'Olympiakos Le Pirée, du Bayern Munich, du Maccabi Tel Aviv, du Panathinaikos et du Partizan Belgrade. Et très synthétiquement, avant de commencer à discuter, ce tiers, nous, on imaginait à l'ensemble de l'équipe Upset les équipes qui soit allaient attraper les dernières places pour les playoffs, soit allaient se battre pour pouvoir les attraper. Donc voilà, on imaginait 6 équipes qui nécessairement allaient se mêler à la lutte pour les playoffs. Les gars, donc ce groupe-là, la constitution du groupe, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Un beau groupe, c'est un beau groupe. Là, c'est super intéressant parce qu'on va traiter de 6 équipes. Potentiellement, sur ces 6, il n'y en aura que 2 qui seront qualifiées pour les playoffs. Et ça me paraît très, très, très serré, surtout que parmi les équipes mentionnées, il y a quand même 2 nouveaux venus. Et que derrière, il y a eu aussi pas mal de mouvements dans certaines de ces équipes-là, donc ça va être chouette. On a des nouveaux venus avec des clubs historiques comme la Virtus, le Partizan. On a également des équipes qui ont fait des gros recrutements cet été, le Maccabi notamment. Le Pana, on va en rediscuter. Les 2 Grecs, ça va être intéressant de les suivre. Donc, on est sur du gros club historique. Bon, à part le Bayern qu'on peut un peu sortir, hein, qui ces dernières années a fait fort. Malgré tout, voilà, c'est un club encore jeune. Je pense que ce soir, on va être en mesure de vous régaler. J'essaye de teaser un peu et de donner envie aux gens. Ça va être plutôt sympathique. Mais messieurs, comment commence-t-on? Qui aborde-t-on en premier? Est-ce qu'il faut insulter le Bayern, tresser des louanges au Pana pour son recrutement? On commence par quoi? Comment on s'organise? En bulle, avant justement de partir sur les insultes ou nous de nous faire insulter du fait du choix des tiers, je tenais à préciser que justement la constitution de ce tiers-là était vraiment l'objet de débat. Dans le sens où voilà, les équipes qu'on a classées, nous, entre nous 7 et 8, auraient très bien pu intégrer le tiers 1, au même titre que certaines équipes du tiers 3 auraient pu intégrer ce tiers-là. Je pense que ce qui joue, c'est un petit peu ce qu'on appelle le biais de mémoire récente, à savoir les équipes qui ces derniers temps ont recruté énormément, comme le Panathinaikos, mais on l'abordera plus en profondeur, intègrent ce tiers peut-être justement du fait de l'impression que ça nous laisse, quoi. Mais donc je l'ai dit, on l'a évoqué plusieurs fois. Ce qu'on a envie de faire finalement au travers de cette discussion, c'est d'essayer de réfléchir ensemble et puis réfléchir avec vous qui nous écoutez à qu'est-ce qui explique la présence de telle ou telle équipe dans tel ou tel tiers et puis comment elles peuvent tirer leurs épingles du jeu. Nous, en off de ce tiers-là, de ces 6 équipes, il y en a 2 qui sortaient du lot et qu'on imaginait terminer 7 et 8. Alors il se trouve qu'on les voit tous les 3 7 et 8. Mathieu, je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot, parce que je sais qu'il y en a une des 2 qui te tient particulièrement à cœur. Oui, je vais vous montrer tout de suite les couleurs, hein, tant qu'à faire. Magnifique. Ça Il se est voit placé. bien, c'est Oui, bon. oui, Voilà, il impeccable. est placé. J'enchaîne avec un striptease ou pas? Non, allez, c'est Il bon, a ça acheté arrive. ça comme un chiton. La Virtus qu'on voit bien placée et potentiellement du coup playoffable. Et de l'autre côté, on a aussi l'Olympiakos,
qui était en play-off l'année dernière. Donc, deux très belles équipes qui, effectivement, n'ont pas forcément les mêmes enjeux. Pour l'Olympiakos, ça va clairement être l'objectif de confirmer après ce qui a été fait l'année dernière et qui était plutôt encourageant. Et de l'autre côté, c'est la Virtus qui revient en Euroleague et qui a la volonté, a priori, de taper fort et ce, dès d'entrée de jeu. Ouais, ça va faire mal parce que, ils ont fait un gros recrutement. En plus de ça, l'année dernière en Eurocup, ils étaient largement, on va dire, équipés. Ils étaient suréquipés, les copains. Et de l'autre côté, on a l'Olympiakos qui faisait son retour au Final Four depuis la dernière édition avec le Span. Qui nous manque, Span Louis. Donc, ça va être très intéressant pour ces deux équipes. J'ai hâte de commencer. Il y a un truc donc, juste pour pas vous spoiler, on va le faire de suite. On voyait la Virtus Bologne se classer 7e et l'Olympiakos 8e. Alors ça peut paraître étonnant parce que l'an dernier, l'Olympiakos fait le Final Four de manière assez inattendue. Si vous vous reportez au preview qu'on a fait à l'été 2021, on imaginait globalement l'Olympiakos terminer au port des playoffs. Bon, ils nous font un Final Four avec un coach qu'on imaginait périmé, avec une équipe qui nous apparaissait pas forcément très équilibrée. La Virtus, ils intègrent l'Euroleague, enfin, ils reviennent en Euroleague, avec un recrutement. Je crois qu'il n'y a que 4 joueurs qui arrivent pour les citer rapidos, c'est Ife Luttenberg, Semir Beleye, Jordan Maeki, Ismaël Bako. Donc, sur ces recrutements-là, je ne sais pas ce que vous pouvez en dire, mais je ne vois pas de joueurs majeurs intégrer l'équipe. Majeur dans le sens d'un tiers 1, quoi, si on devait classer les joueurs d'Euroleague. Les départs, bon, ils sont anecdotiques, Tessitore, Ibegovic, Hervey, Samson et Udo. Enfin, Udo. Udo, vu qu'il n'a pas joué de la saison, je le considère pas comme un départ, mais comment vous expliquez, vous les garçons, j'ai un peu la réponse, mais comment vous pouvez expliquer, après cet Eurobasket, typiquement, que malgré l'ajout de joueurs qui sont des joueurs de rôle, des très forts joueurs de rôle, on voit la Virtus arriver directement en Euroleague et terminer 7e. Je me lance tout de suite, je coupe la chic à mon copain fan de la Virtus et Messin qui plus est. Le vécu collectif. Tu as un club qui rêvait plus que tout de revenir en Euroleague, une ville entière qui était poussée par cette volonté collective. Donc ce vécu collectif a une valeur certaine, puisqu'il repose sur les accomplissements incroyables. C'est d'avoir réussi à ramener une équipe qui, il y a, je crois que c'était en 2000, je dis pas de bêtises, en 2017, remonte en Lega A, de les voir arriver et du coup revenir en Euroleague, ce qui est fou. Et en plus, derrière, là, tu t'alignes athlétiquement parlant, avec des joueurs comme Bako, Mikey, Odjeleye surtout, et Lumberg. Athlétiquement, tu as des gladiateurs pour jouer l'Euroleague et le championnat. Donc c'est pour ça que moi je les vois en Euroleague. Et puis malgré tout, même si c'est pas du tier 1, il fait Ljungberg, j'en attends beaucoup de ce joueur à la Virtus. Je pense qu'il apportera énormément. Oui, je te rejoins là-dessus. C'est une équipe qui est, je trouve, plutôt bien constituée, qui est assez bien ciblée, mine de rien, les profils. Comme tu l'as dit, Olivier, on n'a pas de grosses superstars. L'objectif, c'était pas de venir contrarier non plus l'équilibre qui était déjà en place. Mais ça va être intéressant, d'autant plus que c'est coaché par Maître Scariolo, on peut l'appeler comme ça, au vu de ce qu'il vient de réaliser sur l'Euro avec l'Espagne. C'est un vrai tacticien et je pense que c'est un entraîneur qui a une faculté à adapter le style de jeu en fonction des profils de joueurs qu'il a à sa disposition. Et là, il va avoir des shooters, des spécialistes du tir. Il va avoir, pour les spécialistes du tir, des Lundberg, des Bellinelli. Il va avoir des intérieurs plus au poste, plus athlétiques pour certains, plus des profils de rim runner aussi. On a également quelques joueurs qui ont fait un beau parcours avec la sélection italienne lors de l'Eurobasket. Donc, je pense que la dynamique de groupe, elle va déjà être bonne. Et vu qu'il n'y a pas de changement majeur, l'arrivée de la compétition ne devrait pas prendre un temps d'adaptation monstrueux. Je pense qu'ils seront assez opérationnels rapidement. Ouais, je peux me permettre de rebondir sur la constitution du groupe parce que amène à Scariolo, ça, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il bénéficie aussi du crédit qu'on peut donner à ce qu'a fait l'équipe d'Espagne. Et c'est pour ça qu'on imagine peut-être la Virtus aussi haut. Mais les gros recrutements, en fait, ils ont eu aussi eu lieu l'an dernier, finalement, en cours de saison. L'opportunité du retrait de la compétition du CSK ont provoqué les arrivées de Daniel Hackett et Toko Shengelia.
qui eux, pour le coup, sont des joueurs majeurs d'Euroleague du tiers 1, voire 1,5. Euh, donc finalement, le star power qui m'est cher, il est là, avec Milos, Teodosic pour le playmaking, il fait Lundberg, donc Toko Shengelia, etc. La dimension physique, vous en avez parlé, c'est intéressant parce que euh, la Virtus, c'est très profond. Là, finalement, il y a des joueurs sur un petit peu tous les postes. Euh, il y a le MVP de l'Euroleague avec de l'Eurocup avec Mam Jaité, Pocorico, et Isaiah Cordier, c'est assez chouette. Moi, enfin, les gens vont me dire, mais si vous les voyez aussi fort, pourquoi vous les voyez pas au-dessus? Euh, et du coup, moi, j'ai essayé de chercher un petit peu, mais quelles pouvaient être les carences de cette équipe. Alors, moi, j'y vois trois lacunes principales, mais vous allez me dire, je ne vois pas de poste 3 de métier référencé Euroleague, dans la mesure où Geleye n'est pas référencé Euroleague, et puis c'est un joueur qui est quand même assez dense et lourd, et défendre des Clyburn, ça va être un peu compliqué. Je vois, moi, un problème de spacing sur l'intérieur. Il n'y a pas de poste 4 stretch, c'est Kyle Wims qui jouait ce rôle-là l'an dernier. Et surtout, à la création pure, à part Milos, je vois pas d'initiateur primaire, de créateur pour les autres, ben finalement d'un niveau top 6 Euroleague, ce qui explique que moi je les vois en 7, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je pense qu'il risque d'y avoir effectivement des moments où l'équipe sera un peu séquentielle durant les matchs. Effectivement, tu parlais de Teodosic. Quand Teodosic sera sur le terrain, on va avoir une circulation qui sera relativement fluide. C'est un joueur qui a cette habitude aussi du haut niveau. Quand ça sera Nico Magnon qui aura le ballon entre les mains, il y aura peut-être un peu plus de déchets. Ça sera peut-être un peu plus difficile aussi de trouver. Mais et pour moi, c'était la raison aussi de les placer aussi haut, c'est qu'il y a une vraie profondeur. Certes, sur le poste 3, c'est un peu plus faible, mais ça peut être tellement facilement compensé par les shooters. Tu peux très bien imaginer, même sur une séquence, je dis n'importe quoi, mais placer un Ljungberg en 3, ça me choquerait pas en fait. Ça me choquerait pas. Et le fait d'avoir tous ces joueurs à disposition sur un match d'Euroleague, c'est un vrai plus parce que en face, il va y avoir des équipes, et on en abordera peut-être certaines, qui risquent d'être un peu plus short une fois qu'on sort du 5 majeur de départ, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Tu peux envoyer des mecs au feu sur des, je dirais, sur des séquences courtes au poste 3. Donc, c'est pas vraiment un souci. Kyle Wims peut s'y coller, même si pas d'expérience Euroleague. Tu peux mettre, comme l'a dit Mathieu Lundberg, faut pas oublier que Toko, poste 3, c'est grand, mais ça peut jouer le jeu sur des postes 3 assez costauds. Donc voilà, moi, ça me fait pas tellement peur. Après, c'est vrai que je vais être très intéressé pour voir les progrès de Lumberg, notamment à la main. Est-ce qu'il est capable de aussi créer pour les autres? Ça va être une vraie question. Et c'est pour ça que je les vois effectivement pas dans le top 4, top 5. Parce que bon, bah, il y a des mecs qui n'ont pas connu l'Euroleague. Il y en a d'autres qui la connaissent, mais pas assez pour être au top du top. Et puis, il faut être lucide aussi, hein. Teodosic, c'est vieillissant. Toko aussi. Daniel Hackett, il est bien en forme ces dernières années. Donc, espérons qu'on le conserve comme cela. Donc voilà, il faut voir aussi l'enchaînement Euroleague avec le championnat, puisque la Virtus va jouer sur tous les tableaux. Là, on a aussi la Coupe d'Italie qui va arriver. Donc voilà, c'est éreintant cette saison. Je pense que c'est une équipe qui va payer un peu ça. Même si, bon, Scariolo est un excellent gestionnaire d'hommes. Euh, de l'autre Cette idée, côté, finalement, je vais en parler ensuite, mais c'est vite pour bien comprendre. Euh, j'ai l'impression qu'on est d'accord là-dessus, mais en fait, ce qui nous fait pas voir la Virtus plus haut que ça, c'est la densité des équipes du dessus et le manque d'expérience, quoi. Enfin, d'expérience de nous sur ce qu'ils sont capables de faire, finalement. C'est ça? C'est ça. Oui. Ouais. Et puis ça reste une équipe qui revient dans cette compétition. Il y a des équipes qui seront situées au-dessus, qui en fait sont dans un travail déjà de continuité, qui, vous vous en doutez, sont souvent en play-off aussi. Et du coup, c'était déjà presque un pari de notre part aussi de dire bah, la Virtus, elle peut quand même aller chercher le top de ce deuxième tiers. Et s'ils y parviennent, ça serait, je pense, déjà, même pour eux, un bel accomplissement. c'est clair. Sachant que le plus dur, c'est derrière. C'est au moment des playoffs que tout se jouera aussi, quoi. Bah, tu vois, quand Messina, j'avais eu la chance de l'interviewer au Paris European Game l'année dernière, il me disait, bah oui, le plus difficile, c'est déjà d'arriver en playoff en Euroleague. Après, on voit.
Et c'est vrai que c'est dur parce que quand tu as des équipes comme le Bayern, des équipes comme le Maccabi cette année qui, je pense, va être très, très, très compliqué, ou le Pana qui peuvent t'enlever une, deux, trois défaites qui te privent de playoffs, ça va être compliqué. Et pour la Virtus, ça va être ça. Ça va être on va dire, de minimiser les complications contre les gros, même si je pense qu'il y a une bonne carte à jouer, et surtout de ne pas se faire prendre au piège sur un soir où le niveau athlétique du Maccabi, bah, t'arrives pas à matcher. T'arrives pas à matcher et te mettre en ligne comme ce qu'avait proposé l'Unix Kazan. En parlant d'athlétique, est-ce qu'on rebondirait pas sur l'Olympiakos? Parce que là, les gars, il y a du gros morceau à l'Olympiakos aussi. Il y a des vrais gars solides. Il y a le côté athlétique et puis il y a la continuité. Euh, si on reprend l'effectif de la Virtus, ils sont tous signés pour 1 à 2 ans, Mm. ce qui correspond à peu près à la timeline Milos Teodosic. Et c'est vrai que le parallèle que tu fais, Corentin, il est intéressant parce que l'Olympiakos, pour moi, il suit la timeline Kostas Lukas. Parce que je ne sais pas si Kostas Lukas est le meilleur joueur individuellement à ce jour de l'Olympiakos, parce que Sacha Vezenkov, mais l'équipe est calquée, collée en tout cas à la timeline de Slukas qui nous fait une deuxième partie de prime de sa carrière après le passage au Fenerbahçe assez Mm. impressionnant, hein. Donc l'an dernier, on l'a dit, hein, ils font le Final Four. Ils avaient l'avantage du terrain en playoff. Ils ont surpris tout le monde avec un jeu finalement demi-terrain et une dimension athlétique assez énorme. Euh, L'Olympiakos a perdu des joueurs assez euh, comment dire, emblématiques de leur saison dernière, mais emblématiques tout court, hein. Georgios Printezis prend sa retraite, hein, et Tyler Dorsey quitte le club pour rejoindre Luka Doncic à Dallas. Euh, je ne sais pas si vous avez en tête le recrutement, enfin, je vous le répète vite fait, Isaac Hanahan, George Papas, Alec Peters, Joel Bolomboy, Tariq Black. Est-ce que pour vous, le recrutement et la densification du niveau de l'Euroleague peut permettre à l'Olympiakos de cette année de réitérer, pas forcément l'exploit de l'an dernier, mais une performance de même calibre? Moi, je vais tout de suite vous dire que non. Que non. Je les ai placés huitièmes parce que je pense qu'il y a un bon état d'esprit dans cette équipe-là, qu'ils ont quand même vraiment réalisé une saison impressionnante l'an dernier. Mais je pense que c'était aussi circonstanciel parce qu'on a des clubs russes qui ont été évincés de la compétition. Et je suis pas certain que si l'Euroleague s'était disputée à 18 l'an passé, l'Olympiakos aurait accédé aux playoffs. Et du coup, en plus de ça, il y a un recrutement qui, moi, personnellement, me plaît pas trop. En tout cas, ça ne me fait pas fantasmer. Alec Peters, c'est vrai que c'est un profil qui va être intéressant, un peu couteau suisse qui, je pense, peut servir. Paul Boy, Black, ça me parle moins. Et Isaiah Canaan, ça me parle pas. Donc, voilà, moi, c'est la grosse crainte. Après, je sais qu'il y a une dynamique. Tu as parlé de Slukas, de Vezenkov. Ça reste des gros calibres, des gros profils. Puis derrière, les Walkup, les Fall, tous ces mecs-là, ils vont faire le boulot, ils vont faire le job. Donc, ça peut passer. Mais je pense que c'est une équipe qui fera moins bien que l'an passé parce qu'il y a une densité encore plus importante sur la compétition cette année. Et les nouveaux venus ne sont pas venus pour beurrer des tartines, quoi. Ça, c'est bien dit, ça, c'est une référence que j'aime beaucoup. Euh, alors, moi, pour l'Olympiakos, comment vous dire? Euh, L'avoir dans ce tir-là, bon, après, c'est une équipe que j'affectionne, donc c'est toujours plus compliqué. Je les vois moins forts parce que, en fait, je pense concrètement que la perte de Dorsey n'est que partiellement compensée par l'apport d'Isaiah Canaan, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup. Le gars défend plus, beaucoup plus musculeux, donc athlétiquement, tu y gagnes. Par contre, bon, bah, c'est un peu plus compliqué au shoot, même si c'est un bon shooter, et peut créer pour lui, mais moins facilement créé pour les autres. Alors que Dorsey, bah, en Euroleague, c'est, pour reprendre la ref d'Olive, c'est élite. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et typiquement, eh ben, tu avais ce mec, Dorsey, qui, je pense, avec le fond de jeu créé par Sloukas, avait réussi à faire passer ce palier à l'Olympiakos. Et a permis aussi peut-être à Barstokas de comment dire, d'oublier qu'il était peut-être cramé. C'est toujours pareil. Je pense que tu as de la viande avec des athlètes de qualité comme Tariq Black ou Joel Bolomboy. Mathieu parlait d'Alec Peter, c'est très bien pour s'écarter. Par contre, on va dire, pour jouer dans la cour des grands, va falloir être créatif au scoring. Et c'est là, pour moi, le truc, le point qui va être le plus dur pour eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment la difficulté pour eux.
ce scoring, comment il se répartit, d'où il va venir. Ça va être assez pertinent de voir ça dans les premiers matchs, d'avoir un œil là-dessus. Il va y avoir une redistribution, je pense. Ils vont être obligés de redistribuer la manière dont ils scorent. Euh, Tyler Dorsey était capable de créer pour lui vraiment, mais c'était sur 3 niveaux, hein, longue distance, mi-distance, il allait au drive. Keenan, c'est essentiellement du pull-up et de manière très irrégulière. Alors, il pourra faire un match à 40, hein, mais c'est un joueur de plafond. Tyler Dorsey, il avait à la fois le plafond haut et c'était aussi un joueur élévateur de plancher. Et l'Olympiakos, c'est une équipe de plancher. Vraiment, ils ont des joueurs qui garantissent un niveau de performance euh, assez constant. Le problème, c'est que les recrutements là, à ce jour, ne correspondent pas à l'identité de cette équipe. Peter, c'est un joueur de plafond pur et dur, c'est-à-dire qu'il a des grosses irrégularités en plus du côté injury prone, donc il garantit pas un niveau de performance constant. Et pour une équipe qui jouait demi-terrain avec cet ancrage de Mustapha Fall, là, qui était devenu un vrai hub, euh, pour moi, Bolomboy Tariq Black, ça ne correspond pas du tout aux besoins du reste du collectif. Donc, j'y vois un énorme déséquilibre dans la manière dont l'équipe a été structurée. Je pense qu'ils ont été pris par le temps et la logistique. Mais finalement, là, on perd en scoring, on perd en expérience, on perd en QI, on perd en niveau plancher. On y gagne quoi? Un peu de niveau plafond, un peu de menace verticale, mais Ouais, c'est ça. moi, je suis très perplexe. Euh, Bartzokas, il a eu énormément de qualité l'an dernier, mais c'est un coach qui est quand même lisible. Mais quand on n'apporte pas plus de force à une équipe déjà existe, enfin, avec des forces déjà facilement identifiables, ben, ça fait que la concurrence devient plus dangereuse. Ah, c'est intéressant quand tu parles d'équipe de plancher, parce que c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont toujours dans le coup, contrairement au Pana, hop, avec glissé. Par contre, sur le côté Tariq Black et Bolomboy, quand tu parlais d'identité, je comprends pas pourquoi tu dis ils n'ont pas l'identité de l'Olympiakos. Moi, je trouve que voilà, chaque année, ils ont un, deux, trois ricains tu vois, qui font le taf et apportent ce degré d'athléticité. Et là, je trouve qu'on est en plein dedans. Pas d'identité, hein. C'est plus une question de fit pour moi. D'accord. Ok, ok. Parce que tu penses que ça joue beaucoup trop à transition, contrairement à Barstokas? Je pense que ça apporte une menace verticale et pas de passing game, en fait. Ah, ouais. Ah ouais, non, c'est clair. Parce Qu'est-ce que que t'en penses, Bolom... Mathieu? Moi, je suis Vas-y, vas-y, d'accord. quoi. Je suis d'accord par rapport au style de jeu proposé par l'Olympiakos. Moi, c'est pour ça que ce recrutement me dérange. C'est que c'est pas l'identité non plus de jeu que je les voyais jouer l'année dernière. En tout cas, ça pas dans le sens de ce qu'ils ont proposé l'année dernière. Donc, même si ça fonctionne et que la greffe se passe bien, ça va quand même nécessiter une adaptation. Et cette adaptation, à ce niveau-là, sur ce deuxième tiers, où finalement on est en ballottage pour des playoffs, ça peut être 4-5 victoires que vous allez payer que vous allez payer derrière, en fait. Mm. Et du coup, c'est vrai que je les ai mis huitième. On s'est mis d'accord sur 8, mais je m'étais posé la question de les mettre plus bas. Après, Ok. c'est ce niveau plancher qui m'a retenu. Les valeurs de joueurs comme Sloukas, Vezenkov, Papanikolaou, qui sauront faire le minimum, c'est ce qui m'a retenu. Donc après avoir parlé de ces équipes-là qu'on voit se qualifier en playoff, alors ce qu'on a fait, c'est de pas vous présenter directement le classement consensuel, mais d'essayer de fonctionner sous forme de profil d'équipe. Et il y a 2 équipes qu'on a rapprochées, c'est le Panathinaikos d'Athènes et le Maccabi Tel Aviv, parce qu'on trouvait qu'il y avait des grosses similitudes dans la manière dont elles avaient été structurées cet été. euh, sur le volume de recrutement, etc. Alors, on peut commencer par le Pana, bah, ça fait un petit enchaînement avec l'Olympiakos. Je vous fais un point sur les arrivées rapides, hein, je les liste juste. Paris Lee, Nate Walters, Andrew Andrews, les Brothers Kalaitzakis, Marius Grigonis, Mateusz Ponitka, le dernier recrue en date, Derek Williams, Arthur Asgoudaitis et le coach Radonic qui vient de Zvezda pour compenser les départs de Santros, Kavadas, Kasselakis, Jeremy Evans, Nemanja Nedovic, Daryl Macon, Ioannis Papapetrou. J'ai fait exprès de mettre les 3 en dernier. Le capitaine emblématique qui part, donc il sera relayé par le nouveau capitaine Yorios Papagiannis, pour lequel c'était un rêve de gosse. À chaud là, les gars, tous ces mouvements, ça vous évoque quoi? Ouf, de l'espoir. C'est tout bien. C'est tout bien. Ah, moi, ça m'a plu, hein. Moi, tout le long de l'été, à voir le recrutement, je me suis dit, ah, le PAN a fait un truc. Et c'était d'autant plus intéressant, justement, on a parlé du recrutement de l'Olympiakos, qui finalement est un peu short, un peu pauvre. Et ça relance aussi cette dynamique dans cette rivalité historique. Et ça, je trouve que c'est génial. Bon, beaucoup de recrutement, ça veut dire aussi
une alchimie à trouver et ça sera peut-être pas simple. Même le coach arrive, donc ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ajustements à faire. Mais le recrutement, je le trouve génial. Retrouver Gudaitis déjà dans cette compétition-là, on se souvient de ce qu'il avait pu faire à l'époque avec le Zénith. Superbe joueur lorsqu'il n'a pas de problème de santé. Et il y a Papagiannis aussi à l'intérieur. Donc déjà là, moi, ça me parle beaucoup. Derrick Williams, c'est un profil que j'aime bien aussi. Ils ont récupéré Ponitka, ça peut être sympa. Et puis il y a Mhm. Marius Grigonis qui va porter du shoot. Enfin, il y a une diversité de profils que je trouve intéressant. Et le souci du Pana ces dernières années, c'était toujours d'avoir des équipes un peu pauvres où on se disait, tiens, il y a un truc là, mais il manque quelque chose ici. C'était un peu un puzzle à trous. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont rempli le puzzle. Ouais, j'ai vraiment le même sentiment. Alors, vous savez à quel point c'est pas un club que je porte dans mon cœur, mais c'est vrai que voilà, tu fais revenir déjà l'identité grecque, les deux frères Kaletsakis, même si tu perds Papa Petrou, et de l'autre côté, tu apportes de la qualité avec des Paris Lee, avec des Nate Walters. J'ai trouvé que ça régalait. Et toi, Olive, t'en penses quoi? Parce qu'on sait que t'as bien aimé le Pana dans ses grandes années. Ce sera intéressant d'avoir ton avis sur ce mercato. Je vais d'abord te poser une question à toi, Ah, let's go. avant de prendre la parole. Euh, on sait que tu aimes beaucoup l'Étoile Rouge de Belgrade, euh, qui a fait une Alors, saison, l'emballement. qui a fait une saison énorme l'an dernier. Quand même, l'air de rien, il faut se l'avouer, hein, avec les moyens qu'ils avaient, ça a été colossal. Radonjic, c'est un coach sur lequel on avait été critique au début de la saison. Il les a fait bosser magnifiquement bien. C'est devenu une défense élite de Euroleague. Alors, c'est vrai qu'il y avait Nikola Kalinic, mais en tout cas, il avait pris un groupe bien structuré et il en avait fait des poils à gratter. Euh, le recrutement qui est fait là, avec un peu de star power quand même, est-ce que tu penses qu'un coach, justement, qu'on identifie comme un coach poil à gratter, euh, peut les faire marcher? Je m'explique vite fait. Gudaitis, c'est un joueur pour lequel il faut un porteur de balle qui joue autour du pic. Je ne sais pas si on en a là maintenant. Grigonis, Ponitka, c'est des joueurs qui peuvent créer, mais de manière secondaire. Euh, donc, plusieurs questions. Est-ce que l'identité défensive, ça marche? Est-ce que les créateurs correspondent aux joueurs qu'il y a autour? Enfin, est-ce qu'en fait, les recrutements sont super chouettes individuellement? Est-ce que ça te paraît équilibré? Honnêtement, ouais, moi j'aime beaucoup parce que t'as des gars athlétiques, des Paris Lee, ça court bien, des Derrick Williams pour aller casser le panier, t'as des mecs qui peuvent s'écarter, donc les jumeaux Kaletsakis, Marius Grigonis, mais t'as aussi des gars, on va dire, proches du sol, comme Gudaitis. J'aime beaucoup le fait d'avoir pris des chiens de garde comme Paris Lee ou Andrew Andrews. Et ça va porter de la grinta dont tu as horriblement besoin le Pana surtout à domicile pour réveiller une salle un peu endormie, puisqu'en plus tu perds ton capitaine. Donc je pense, pour répondre à ta question, que t'as Nate Walters qui tourne bien avec ce coach-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Radonjic a fait. Il a été très créatif sur de la défense l'année dernière et il a réalisé une belle saison. Et là, ce serait intéressant de voir le Pana prendre forme petit à petit. Et tu vois, tu parlais de créateurs ou au moins de joueurs très forts autour du pic. Voilà, Nate Walters, Gudaitis, pour moi, ça va être pas mal du tout. Sur du pic, ça va être très intéressant. Donc voilà, je partage entièrement ce que dit Mathieu et je suis très très confiant. Nate Walters, ça, c'est un joueur que j'adore en plus, hein, les Walters, les Walkups, ces joueurs-là là, très intelligents. Euh, on était, avant l'Eurobasket, un peu perplexe quant à la capacité de Marius Grigonis à se relancer sur son niveau du CSK. Il a été énorme avec la Lituanie. Ponitka, ben, on avait ce souvenir de ce joueur au Zénith, mais le Zénith étant disparu de la scène, on ne savait pas trop quoi en tirer. Euh, j'ai souvenir, moi, d'un Panathinaikos avec Nedovic et Zonia, il y a 2 ans maintenant, et Papa Petrou, et on avait du mal à savoir qui était le leader de cette équipe, mais j'ai pour idée que dans les équipes historiques, il y a toujours besoin d'un leader, quelqu'un qui s'affirme, parce que le public à Athènes cherche ça aussi. Mathieu, est-ce que tu vois, toi, un joueur s'affirmer, et est-ce que ce joueur va permettre au collectif de fonctionner? Je m'explique vite fait. Papa Petro, quand il a voulu prendre ce rôle, n'avait pas permis à l'équipe de mieux marcher. Celui pour lequel ça avait marché vraiment, c'était Calates. Qui peut prendre le relais de Calates? C'est compliqué, surtout que là, on n'a que des nouveaux profils. Donc, déjà, ils arrivent dans l'équipe. Savoir quelles vont être leurs responsabilités, ça dépendra aussi du coach. Moi, je verrais bien, du coup, Papagiannis, qui est
le dernier, celui qui reste, même si ça sera pas forcément un leader statistique sur le terrain, ou ça sera dans les vestiaires, ça sera le gars un peu vocal qui réunit autour, qui regroupe. Pour moi, c'est ça qui va être important. Et tu parlais justement d'un Marius Grigonis, d'un Ponitka qu'on voyait plus trop avec le Zénith. C'est là où c'est intéressant, c'est que le Panathinaikos, c'est pas le club qui a forcément le plus de moyens et le plus d'attractivité au vu des résultats de ces dernières années. Et ils sont allés chercher justement des mecs qui évoluent un peu under the radar, qui sont un peu cachés parce que le Zénith, c'est plus de l'Euroleague aujourd'hui, parce que Marius Grigonis, il a eu une saison compliquée au CSKA Moscou, donc on l'a presque oublié, mais si vous regardez il y a 2 ans ce qu'il faisait au Žalgiris, il peut être ce leader aussi, c'est possible. En tout cas, j'aime bien parce que non seulement ça va leur permettre de se relancer, mais en plus, c'est des joueurs qui vont prendre une valeur et qui pourraient leur permettre de réatteindre step by step des sommets. Je, je l'espère, hein. Vous le savez, j'adore le Panathinaikos depuis très longtemps. Euh, pour essayer de me raisonner un peu à l'idée de les voir directement en playoff, j'ai essayé de faire un petit peu les plus-moins en reprenant l'effectif, le recrutement et puis ce que j'en imaginais. Euh, la perte de Papa Petrou dans les line-up de fin de match, où il jouait souvent au poste 4, pour moi, elle n'a pas été compensée. Dans le sens où Derek Williams vient pas jouer ce rôle-là. Derek Williams, c'est un joueur qui aime le ballon, qui a besoin du ballon et qui parfois a des trous d'air défensifs énormes, ce qu'avait pas du tout Papa Petrou. Euh, et pour moi, il manque un ball handler euh, de bon niveau. Là, on a beaucoup de joueurs qui sont des options 2 de bonnes équipes et qui peuvent du coup jouer le rôle d'option 1 d'équipe moyen plus. Mais il manque ce ball handler. Euh, Paris Lee est un joueur que j'adore, mais c'est pas ce rôle-là. Nate Walters, c'est un joueur qui joue beaucoup sans ballon, très intelligemment, mais il peut pas le faire non plus. Donc, pour moi, il y a une profondeur, une diversité des profils, de la dissuasion intérieure, en fait, plein, plein, plein de choses qui font que ça peut marcher. Et un coach qui a l'air de bien gérer ses groupes, mais le manque d'expérience collective, euh, la propension à se blesser des joueurs, la complémentarité, donc le manque de rôle essentiel pour se qualifier pour le playoff, pour moi, fait la différence. Ceci étant, je vois une structuration qui est plutôt intelligente, qui me donne de l'espoir, et finalement, enfin, vous me direz, mais c'est plutôt lisible ce qu'ils essayent de faire. Ouais, c'est clair. Tu as un retour au bercail de jeunes talents grecs. Derrière, tu essayes de blinder avec des seconds couteaux qui, dans une autre équipe, étaient des joueurs du coup pas de complément, mais tu essayes de leur donner des responsabilités. Et avec un coach en plus qui est en quête de reconnaissance, hein. L'histoire de Radonjic, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un coach qui a eu du succès avec l'Étoile Rouge. Il a gagné plusieurs fois la Ligue Adriatique. Il s'est fait jeter, il est revenu. Donc voilà, un vrai parcours d'acharné. C'est un homme avec du caractère qui sait forger des collectifs. Donc c'est super important. Et c'est une chose aussi que n'avait pas réussi à faire l'année dernière Odette Katash. Parce que quand on discute et qu'on regarde le panel l'année dernière, il y avait un gros manque, je dirais, de créativité. Et ça tombe bien, puisqu'on va parler du Maccabi maintenant. Et les copains, alors moi je les ai vus jouer, donc je vais parler en dernier, parce que j'ai vu cette équipe sur ces 2 premiers matchs amicaux. Mais qu'est-ce que vous pensez du Maccabi, quoi? Parce que en termes de lisibilité, on les voit venir, quoi, avec leurs gros sabots. C'est bien américain, c'est bien énervé, il y a plein de testostérone. Il y a tellement à dire, hein. Je me permets de prendre la parole, Mathieu. Vas-y, vas-y. Euh, 11 arrivés. Voilà. Ils ont fait 11 une équipe. arrivés plus un coach. Euh, c'est fou, alors, dans les départs, il y a à boire et à manger, hein, mais euh, je préfère parler rapidement des départs. Parce que la saison dernière, la saison est un échec, hein. Ils font des rushs où d'un coup on les voit super beaux parce que la dimension athlétique était incroyable. Et puis ils s'effondrent ensuite parce que finalement il n'y a pas de collectif, il n'y a rien. Ils sont portés à la fin de la saison par James Nunnally, qui lui a été d'une constance incroyable sur la saison, qui est une très bonne surprise. Mais James Nunnally qui part au Partizan Belgrade. Euh, et sur la même saison, donc, il perd Derek Williams, hein, qui vient au Pana. Il perd Dante Zizic, qui s'était relancé, et qui est un pivot référence et qui part à l'Anadolu. Donc, c'est des mecs qui partent dans des équipes qui sont potentiellement plus fortes, hein. Ils perdent Will Buckley qui part au Fener, et qui est peut-être plus forte, hein. Reynolds a décidé de partir à Lux Kazan. Il y a des choses assez incompréhensibles. Les arrivées, on va en parler forcément des arrivées parce que
évidemment qu'on n'est pas là pour faire un listing des entrées et des sorties, mais une équipe dans laquelle il y a 11 arrières, on est obligé d'en parler. Je vais vous lister les noms, on va ensuite parler des profils. Wade Baldwin, Lorenzo Brown, Darren Hillard, Austin Hollins, Bonzi Colson, Jarrell Martin, Alex Poythress, Josh Nebo, et donc Rafimenko, qu'on connaît bien en France, et Guy Knini, qu'on connaît bien au Maccabi depuis 1970. Enfin, à la fois, j'ai l'impression qu'on fait du neuf avec du vieux parce que il y a David Blatt qui est là au management, il y a Odette Katash qui est là. Et ils se sont dit, mais attends, en 2014, on a fait comment pour gagner? Ouais, vas-y, on a pris que des ricains. Allez, boum, bim, on balance que des ricains. C'est une recette qui a marché en 2014, mais avec des joueurs ultra référencés. Dans ce casting-là, de joueurs qui arrivent, je ne remets pas en cause le talent, donc le niveau plafond, mais qui a les références? Le joueur formé à Albacete qui est Lorenzo Brown. Ouais. C'est le seul, les copains? Vamos. C'est le seul. Enfin, il y a un moment, il faut parler français. C'est exactement ça, copier-coller. Des ricains pour athlétique pour gagner. Ouais, mais ouais, c'est pas il y en a aucun qui est Scorsianitis et il y en a aucun qui est Tyrese Rice. Même si Lorenzo Brown, Il n'y a pas physiquement, de Devin Smith, il n'y a pas de Ricky Hickman, et il n'y a pas de Joe Ingles. voilà, Mais, je les avais oubliés et, ceux-là aussi. et je rebondis dessus, mais à la limite, qui prennent des ricains un peu talentueux ou qui ont montré des choses et qui ont aussi une belle paire de baloches pour oser des choses sur Aptera, pourquoi pas? Mais ce qui me surprend, c'est que pour le coup, enfin, moi, j'ai du mal à imaginer la complémentarité. Tu as parlé notamment de l'ossature de cette équipe qui a été complètement détruite parce que plus de Wilbekin, plus de Zizic, enfin, tout le monde est parti. Pourquoi pas? Je trouvais que le Maccabi tournait en rond parce que j'avais l'impression que leur marge de développement a été minime. D'ailleurs, c'était une équipe qui perdait beaucoup les matchs sur 2-3 points. Et au final, perdre des matchs sur 2-3 points, ça veut dire se prendre 3 défaites et pas aller en playoff sur ça, ou c'était compliqué. Donc, ils ont cassé, c'est bien. Mais alors, quand j'ai commencé à regarder le roster, je me suis dit, OK, Baldwin, Brown, ok. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ont recruté des joueurs qui, pour moi, en fait, ont à peu près tous la même attitude sur un terrain, le même profil. Et du coup, qui va être première option? Qui va être deuxième? Est-ce que le deuxième voudra bien être deuxième et pas premier? Et le troisième, il va faire quoi? Enfin, moi, je souhaite bonne chance à Katash parce que je ne saurais pas manager une équipe comme ça. Tu as dit un truc qui est très juste, c'est waouh, ils ont pris que les mêmes profils, etc. Moi, quand ils ont tout signé en 2-3 jours, là, sur Twitter, tout le monde s'est enflammé, sur Insta, pareil. Je me suis dit, mais attends, c'est une histoire d'agence, ça. Alors, j'ai pas poussé le truc jusque-là parce qu'on n'a pas toutes les données de qui est l'agent de qui. Mais à mon avis, il doit y avoir des agents référencés qui travaillent qu'avec eux. Et tu as l'impression qu'en fait, ils ont pris une équipe de videurs pour aller faire la night à Tel Aviv sur la plage. Mais vraiment. Tu te dis, mais les gars, vous pensez pas à un spécialiste du tir? Vous pensez pas à un gars qui peut être lourd, jouer au poste, en hub avec des qualités de passe? Non, aucun. Et, euh, et quand tu regardes, tu te dis, bah en fait, tu n'as que des joueurs de transition, des joueurs athlétiques et surtout, surtout, surtout des gros caractères. Et pour les avoir vus à Paris, ça respire pas la bonne ambiance et l'esprit colonie de vacances que pouvait avoir, vous abusez ce que je vais dire, mais le Monaco de l'année dernière, malgré les individualités qu'il y avait. Et juste pour Bon compléter exemple. ce que tu es en train de dire, que des joueurs qui ont fait les montagnes russes en carrière. Avec une saison, on se dit, ah, pas mal, et puis la saison dernière, ça ne confirme pas. Donc il y a aussi cette instabilité-là. Prenez un Grave. Darren Hilliard, c'est ça, hein. Lorenzo Brown, ça a été compliqué aussi par moment. Baldwin, moi, il m'avait fortement impressionné il y a 2 ans. Et l'année dernière, bah non. Donc voilà. Ton avis, Après, Olivier? Euh, je, je- je vous rejoins complètement là-dessus. Euh, je pense que le casting est mauvais. Les joueurs, non. Le casting, global, la distribution en général est mauvaise. Euh, Baldwin, il avait vraiment bénéficié de Trinkieri, quoi. J'en suis sûr, parce que on peut pas se rater partout, sauf au Bayern Munich, si c'est pas le coach, quoi. Il a des qualités incroyables, mais vous cibliez là tout à l'heure les difficultés dans le clutch du Maccabi de l'année précédente. Baldwin dans le clutch, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. Ah bah, Donc, s'il zéro est porteur de gestion. balle principal, ça va être terrible. Darwin Hilliard, je vais être très dur, mais pour moi, c'est une question de talent. C'est un joueur qui est surcoté depuis son arrivée en Euroleague, parce qu'il est capable de caler 40 points sur un match, mais enfin, il est surcoté. Et- C'est difficile parce qu'il n'est pas mauvais, mais il est surcoté si on estime qu'il est James Nunnally ou Will Clyburn ou ouais, Shavon Shields. c'est C'est le pas Mike James du pauvre, en fait, Darwin Lillard. en Mais moins plus bon. athlétique, Enfin, ouais, plus et grand. encore, hein, ça peut se discuter. Moi, en fait, ce qui me pose question, c'est euh, qui va accepter d'avoir des rôles uniquement défensifs. Parce que du fait du nombre de porteurs de balles, il va falloir qu'il y en ait certains qui s'y collent. Lorenzo Brown, il sait le faire. On l'a vu le faire au Fener. Il était moins fort en attaque. Avec l'équipe d'Espagne, on l'a vu faire des séquences défensives impressionnantes avec Luis Kazan parce que l'équipe était défensive. Il a été excellent là-dessus. Pas de problème. Darren Hilliard, initialement, c'est un 3&D. Il sera capable de le faire s'il l'accepte. Austin Hollins, il est là pour ça. De toute façon, ils n'ont pas réfléchi. Mais ensuite, je ne sais pas, quand vous avez eu 11 joueurs athlétiques, enfin quand vous avez eu 9 joueurs athlétiques, l'idée c'est de pouvoir jouer sur du switch, avoir une versatilité importante, mais Nebo, Poitres, oui, ils peuvent switcher, mais ensuite ils sont pas suffisamment malins pour bien jouer. Euh, enfin, bref, ce qu'on pourrait leur demander tactiquement, parce qu'on va pas rentrer dans le détail tactique, c'est pas le sujet, mais moi, quand je vois cette équipe, je me dis, bon, bah, allez, pour moi, les leaders offensifs, ça doit être Lorenzo Brown et, même s'il n'a pas d'expérience en ligue, Bonzi Colson. C'est eux qui vont apporter le scoring pur. Mais à côté de ça, bah, il faut des gens. Si Lorenzo Brown, on le responsabilise à la création, il faut quelqu'un derrière pour défendre. Mais du coup, ça oblige à bencher ou Baldwin ou Hilliard. Et derrière, il faut gérer les égos. Donc, moi, une équipe hein, avec un coach qui est plutôt vers une date de péremption, alors qu'il va falloir gérer des égos, ils sont tous signés pour 1 ou 2 ans, ça sent l'accident industriel, mais à plein nez, quoi. À plein nez. Alors, l'avantage qu'ils ont, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont une profondeur hallucinante. Ils ont un niveau de playmaking hallucinant. Et ben, ça veut dire que finalement, dans les matchs à fort volume, ils peuvent très bien marquer 110 points. Et puis, ça arrivera certainement. Mais, mais moi, bah, quid de la durabilité de l'équipe, déjà, et puis de la capacité, enfin, l'acceptation des joueurs à pouvoir bah, des fois s'effacer ou laisser leur place dans les moments où ça ira moins bien, parce qu'il y aura des moments où ça ira moins bien, quoi. Tu vois, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut perdre leurs deux rencontres, leurs deux face-à-face face à un Partizan et une Virtus, des équipes disciplinées qui soit viennent de découvrir l'Euroleague, soit qui ont fait un recrutement intelligent, même si moins premium. Et là, ça va pêcher. Et là, il va falloir vraiment se poser des questions sur les capacités de Katash au coaching, la structure, on va dire, de recrutement sportif, donc le directeur sportif. Et parce qu'il y a de l'argent derrière. C'est un club qui envoie. Tu te dis, mais ça fait un moment. C'est Ça fait, le alors, club État, il s'appelle comme ça, c'est le club État. c'est ça. Alors que, tu vois, l'année dernière, bon, ils vont en playoff, mais ils se font rouler dessus par Real. On va commencer à falloir se poser des questions, je pense. Donc, ouais, pas convaincu. Ce dommage, c'est que finalement, ils ont viré Sféropoulos pour manque de résultats, ce que je comprends, hein. Mais comme si c'était Sféropoulos qui faisait que ça marchait pas. Alors que non, c'est la méthode qui ne fonctionne pas. Renouveler l'effectif avec autant de joueurs à chaque fois, avec des profils pas complémentaires, en Euroleague, je le redis, hein, vu l'augmentation du niveau global de l'Euroleague, enfin, là, vous le verrez à la fin de nos previews, mais c'est tellement dense, on peut pas se dire, oh, avec une équipe avec un plafond très élevé sur un malentendu, je vais me qualifier. Non, en Euroleague, on se qualifie pas sur un malentendu, quoi. Et il n'y a pas d'autre équipe russe pour être éliminée cette année, donc bon, moi, le Maccabi, comme le Pana, je les vois aux portes des playoffs. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, je l'ai placé à une 9e place du fait du niveau plafond, mais sans vraiment être convaincu. Moi, je l'ai placé 11e, le Maccabi. Donc, je suis encore moins optimiste que toi. Et on avait parlé en off et tu avais dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que c'est une équipe qui pourrait très bien être 5e et qui a ce gap en fait Upside. entre son niveau voilà, plancher et plafond qui est assez fou parce que sur le papier, vu que les joueurs sont pas mauvais, c'est ce qu'on a essayé de dire en gros,
Si ça marche, ben, ça peut cartonner. Mais par contre, on a beaucoup, beaucoup de mal à voir comment ça peut marcher. Et on a peur justement que ça ne fonctionne pas. Moi, pour le coup, je suis assez pessimiste et voilà, 11e. Bah Corentin? alors là, les gars, moi je les vois 12e et je vois le Pana 11e. Donc il y a un truc qui est sûr, c'est que, bon, déjà, on n'est on n'est pas tous d'accord. Et je Non. pense que si on demande aux autres copains d'Upset, ils ne seront pas d'accord non plus. Mais ça va être intéressant de se pencher sur eux cette année. Moi, c'est une des équipes que j'attends au tournant parce qu'il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions, les gars. Il faut voir quelque chose du renouveau dans cette équipe. Parce que, alors moi, c'est pas un club que je porte dans mon cœur, mais malgré tout, c'est une place forte. Il ne peut pas y avoir de grande Euroleague sans Maccabi, je pense. Ouais, Mais c'est intéressant parce que du coup, tu as placé le Panathinaikos devant le Maccabi. Ouais. Et moi, j'ai comme toi le Panathinaikos, je l'ai même mis 9e. Donc vraiment, eux aux portes aussi, juste derrière l'Olympiakos. Et toi, Du Olive? recrutement. J'avais le Pana 10e et donc le Maccabi 9e, pas vraiment par goût, mais plus en me Mhm. disant que voilà, le volume, et puis ils n'ont pas envie de faire un recrutement d'autres américains pour l'année. Euh, non, mais c'est Oui. vrai, on peut pas trop savoir. Euh, alors là, on parlait justement d'équipes qui ont une timeline assez courte, hein, euh, en disant que les choses vont très très vite. Ah oui, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est marrant, hein, il y a 2 ans, si on vous avait dit que Lorenzo Brown serait titulaire, ou en tout cas le joueur principal d'une équipe devant Wade Baldwin, on n'aurait pas imaginé ça, quoi. Euh, mais Wade Baldwin, donc, bah, il y a 2 ans, justement, il était le fer de lance, la figure de proue d'une équipe qui avait été la surprise à ce moment-là. L'équipe d'Andrea Trinchieri qui arrivait tout juste, lui, du Partizan, justement, tiens, bizarrement, et qui arrivait au Bayern Munich. Bah, depuis l'arrivée de Trinchieri, le Bayern, c'est 2 fois les playoffs. 2 fois les playoffs avec quasiment la même composition d'équipe, hein, dont l'an dernier, après avoir eu bah, quasiment toute la saison des joueurs absents pour cause de Covid, il a réussi malgré ça à garantir une performance assez impressionnante. Et il arrive cette année, comme ça, l'air de rien, mais on classe encore dans un tiers où il va forcément lutter pour les playoffs, malgré bah, une équipe qui finalement, on va en discuter, mais paraît plus faible peut-être que ses concurrents sur le roster. Euh, Dušan Thomas part, Djedovic part, Darwin Lillard part, Leon Radosevic enfin part, et Gavin Schilling qui a renforcé au moins athlétiquement le Limoges CSP, enfin que athlétiquement en fait, je sais pas pourquoi je dis ça. Euh, Arrive en revanche Cassius Winston, Isaac Bonga, Elias Harris, Jan Swinberg, Brankovic et Freddy Gillespie. Les recrutements, si on connaît pas trop le basket underground comme nous, ça parle pas beaucoup. Clairement. Euh, mais nous, on est vraiment des hipsters ultimes. Les garçons, sur le recrutement du Bayern et les perspectives. Intéressant. Intéressant. Moi, ça me plaît bien parce que justement, c'est des nouveaux profils, c'est beaucoup de joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais pour autant, j'ai pas eu l'impression que malgré les départs qu'ils ont pu avoir, ils aient vraiment déconstruit cette équipe. Pour moi, l'équipe, elle a vraiment toujours une base qui est extrêmement solide. Et j'ai presque vu ce recrutement en fait comme juste du bonus par rapport à ce qu'ils faisaient déjà. Euh, il y a des joueurs comme Cassius Winston, très intéressant à voir. Une vraie curiosité, mais voilà, on parlait de Wade Baldwin. Bah, je pense qu'il peut potentiellement faire mieux que Baldwin si son adaptation se fait bien. Et après, derrière, ils ont quand même un joueur élite qui est toujours là avec Vladimir Lucic. Et ça, c'est essentiel. Il y a le petit Yaramas qu'on a vu avec la Serbie, qui a un potentiel très intéressant. Andreas Obst, on l'a vu avec l'Allemagne, très intéressant aussi. Il y a pour moi un effectif qui est bien. Et tous ces nouveaux profils qui s'ajoutent dessus, pour moi, c'est que du bonus. Bah écoute, je rejoins ce qu'a dit Matt. Quand j'ai vu le recrutement, je me suis dit, mais en fait, c'est un copier-coller de la saison dernière. Tu gardes ta base, tu vas, on va dire, effacer les éléments qui ne correspondaient pas forcément au jeu ou les joueurs n'étaient pas forcément à leur place, ont besoin je dirais, de rebondir ailleurs. Tu fais venir des mecs comme Brankovic, j'aime beaucoup. Bonga, je ne connais pas trop malheureusement, mais Cassius Winston, Matt en parlait, je pense que ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Donc, ajustement intéressant.
équipe pour la gratter plus. J'en suis sûr que voilà, ils vont être très embêtants, mais il y a aussi une petite dynamique qu'il faut ajouter, c'est que c'est une équipe qu'on connaît dans l'adaptation, dans l'ajustement match après match. On connaît la philosophie du coach, mais cette fois-ci, ils vont avoir la pression du championnat domestique en plus, puisqu'ils l'ont perdu contre l'Alba. Et ça va ajouter quelque chose, parce que c'est un club à qui, on va dire, il n'est rien reproché en Euroleague, parce que voilà, tu fais de ton mieux, tu arrives à garder un certain statut, être poil à gratter. Par contre, le championnat va être plus demandeur pour eux, parce que le championnat d'Allemagne voilà, va leur demander de gagner, tout simplement. Et la Coupe d'Allemagne aussi. Et c'était moins le cas avant, parce qu'ils avaient une petite marge. Là, ça s'est resserré. Donc, ça va être très intéressant de voir l'adaptation de ces mecs-là. Et toi, Olive, t'en penses quoi? En tant que champion domestique, je pense que ce serait pas étonnant qu'il ne le gagne pas une année de plus, finalement. Hein. Enfin, Trinkieri, il est arrivé ici, c'est un coach référencé, je pense, pour lui demander d'exister en Euroleague. Alors oui, bien sûr, il faudrait qu'il soit performant en Bundesliga, mais en Bundesliga aussi, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je crois que vous demandez aux supporters du Bayern si vous leur proposez playoff en Euroleague chaque année ou pas gagner le titre. Pour l'instant, vu parce que le basket allemand se développe énormément, hein, on l'a vu à C'est l'Eurobasket ça. d'ailleurs, mais euh, pour l'instant, vu l'aura du championnat, c'est pas encore dramatique. C'est pas comme perdre la Lega, par exemple, pour les clubs italiens. Ah oui, C'est autre là, chose, quoi. Euh, moi, je suis vraiment impressionné par le recrutement. Je crois que Blasi, le général manager, là, avec Trinkieri, il bosse main dans la main. Euh, mais ils sont ceinture noire de basketball manager, quoi. Enfin, Cassius Winston, c'est exactement ce qui manquait. Alors, si vous le connaissez pas, c'est un joueur vraiment qui est excellent autour du pic, ultra intelligent, toujours la tête levée. Alors, il n'est pas très rapide, il n'est pas très athlétique, mais c'est toujours la bonne passe au bon moment. Enfin, il est excellent. Weilerbab, on l'a vu éclore l'an dernier dans un rôle défensif qu'on ne lui connaissait pas. Il devient le Marcus Smart de l'Euroleague. Avec l'équipe d'Allemagne, il a été très impressionnant. Vous avez parlé d'Yaramaz Ups, c'est génial aussi, bien sûr. On aura, j'espère, le retour de Paul Zipser, qui avait été enfin, excellent en termes de performance il y a du coup 2 ans. Il y a l'expérience qui arrive. Il a réussi à convaincre Taylor Hunter de prolonger 1 an. Il y a Augustin Rubitz qui s'est révélé dans un rôle de scoreur sur un poste 4. Enfin, c'est fou à quel point il est capable, Trinkieri, de transcender ses joueurs. On l'a vu avec Reynolds, hein, qui a disparu ensuite dans les méandres du Maccabi. Enfin, je, j'y vois que des ajouts positifs. Mais alors après, la question, c'est pourquoi on ne les voit pas en playoff alors? Mais c'est parce que, selon moi, je vais vous lancer ensuite sur cette question-là, mais il manque pour moi de l'ajout de scoring pur. C'est déjà ce qui manquait. Il était très réparti. Là, on a Lucic qui va scorer. Il y avait Rubit qui est deuxième meilleur scoreur du Bayern, ça paraît fou. Il n'y a pas eu d'ajout de scoring. Et à part Lucic, on a essentiellement des joueurs de tiers 3 ou pas de tiers du tout. Mm. Et donc, c'est vrai que autant le niveau plafond, il est garanti par le niveau collectif, pour moi, le niveau plancher, pardon. Mais le niveau plafond, il n'est pas très très haut. Et vous parliez tout à l'heure de la chance de l'Olympiakos d'avoir terminé aussi haut du fait de l'absence des Allemands, des Russes. Pour moi, le Bayern en a profité aussi. Euh, Mhm. pour vous, euh, tous les points positifs, on les a cités pour le Bayern, mais qu'est-ce qui leur, qu'est-ce qui ne fait, qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas en playoff ou qu'est-ce qui leur permettrait d'y être? Manque. Moi, tu... Vas-y. Vas-y. Non, vas-y, dis-moi. On se fait des politesses. Bah, tu l'as un petit peu dit, mais finalement, c'est le fait qu'on a un plafond qui n'est pas très élevé. Mm. Alors, la chance d'avoir un coach comme Andrea Trinchieri, c'est qu'il arrive à transcender, et tu l'as dit aussi, cette équipe, ce qui fait que le niveau plafond, on arrive quasiment à chaque fois à l'atteindre. Mais voilà, c'est un plafond, et du coup, on passe pas au-dessus. Il manquerait peut-être l'apport d'un deuxième joueur référencé comme Lucic. Et là, le Bayern, ça peut aller en playoff tous les ans. Pour moi, c'est la seule chose qui manque. Mais après, il y a déjà une cohésion, il y a un vrai groupe autour. Défensivement, c'est très fort. C'est une équipe qui joue physique. Et c'est toujours un plaisir de les voir. Maintenant, dans un contexte de 18 équipes et au vu de toutes les équipes présentes, moi, c'est le niveau plafond qui me pose problème. Et je rejoins tout à fait Matt. Pour moi, il manque un poste 1-2 du premier tiers et demi, voire deuxième tiers, mais tu vois, dans ces eaux-là, il manque un Low Brown, ce type de mec, quoi. Très fort autour du pic, créateur pour lui-même,
créateur pour les autres, mais pas nécessairement. Tu as d'autres gars qui savent très bien le faire. Mais voilà. Et puis, bon, ça apporterait en fait ce scoring qui peine enfin, qui me manque en fait dans les moments durs et qui, toute une saison, te permet d'accrocher les 3 victoires qui te font basculer d'équipe border playoff à équipe playoff. Il leur faudrait Dennis Schroeder. Ouais, il faut lui faire la proposition, mais il a l'air de kiffer la vie ricaine, lui. Lui, il aime bien. Il leur manque Maodolo ou Jonathan Moussa. Ouais, Ouais, tout voilà. à fait. Ouais. C'est ça. Après, Ouais. voilà, c'est des postes, tu vois, Moussa, tu peux le faire jouer 2, donc ce serait bien de le faire jouer 2 parce que sur un poste 3-4, tu as Lucic déjà. Mais même, tu vois, si tu as un 3-4 qui score énormément, tu peux les faire évoluer en piston. Tu le fais rentrer quand Lucic n'est pas là, tu vois. Donc, mais C'est dingue quand même. Vas-y. mais ça correspond peut-être pas au jeu de Trinkieri non plus. Il y a rarement eu des mecs comme ça dans ses effectifs, quoi. Alors, c'est marrant parce que justement, au moment où tu as dit ça, moi j'allais te dire, mais en même temps, on ne sait jamais comment joue Trinkieri. Euh, En fait, non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que Ouais. il est toujours là où on l'attend pas, sauf sur le fait qu'on s'attend à ce qu'il nous fasse chier. Euh, Sarah Jasikevičius qui a dit un truc assez intéressant, ils l'ont ressorti, mais c'était l'an dernier, là, il expliquait que quand ses équipes jouent contre Trinkieri, bah, il apprend énormément de choses, et puis il n'est pas impossible que Trinkieri soit un meilleur coach que lui. Et alors, je sais pas si Trinkieri est un meilleur coach dans le sens tactique que Sarras, mais Trinkieri est peut-être à ce jour sur la dimension générale, c'est-à-dire capacité à transcender ses équipes, dimension tactique, gestion du groupe, gestion des égos. Gestion de la cuisine. Probablement, c'est ce qui se fait de mieux. Enfin, quel coach transcende autant une équipe qui est censée être une équipe autour de la 12e, 13e place pour l'année là? Je veux dire, c'est un mec qui a déjà amené donc Reynolds, Baldwin, Lucic, qui était un role-player, Lucic, hein, de très haut niveau, mais qui était un role-player. Là, il en a fait un joueur de tiers 1, enfin, ou assimilé. Corey Walden, qui était un role-player défensif à Zvezda. L'an dernier, il est, je sais pas, enfin, il est impressionnant. Donc, je m'attends toujours à ce que d'un coup, on ne sait pas comment, il nous fasse passer un Yair Ramaz à 15 points par match, quoi. C'est C'est pas exactement ça. impossible. Enfin bon, en tout cas, ah oui, vous listiez les joueurs. Est-ce qu'un garçon comme Kevin Punter, ça aurait pas été une cible idéale s'il n'était pas dans un autre club qu'on va aborder très bientôt? Vrai débat. Ouais. C'est Parce que, envisageable. Mais tu vois, il ne crée pas pour les autres. en effet, la création pour les autres, ça va être quelque chose dont on va pouvoir discuter très rapidement pour aborder la dernière équipe de notre tiers. Mais en attendant, vous les voyez dans quelle place le Bayern? Moi, j'ai déplacé 10. 10, pareil. Non, 9, excusez-moi, 9. Et 10 pour moi aussi. Donc là, pour le coup, on les voit vraiment dans le même range. Donc on est assez raccord sur le Bayern. Alors, on parlait de Kevin Punter. Kevin Punter qui, du coup, était là. J'ai dit du coup, mais enfin, Romain va me chambrer. Qui était l'option numéro 1 au Partizan Belgrade dans la saison dernière. Alors, le Partizan qui avait vu l'arrivée de la légende Zeljko Obradović dans ses rangs, et puis un recrutement massif qui signait vraiment une bascule dans la timeline, justement. Alors, recrutement massif, oui, mais à la fois aussi ciblé avec pas mal de jeunes autour. L'équipe n'a pas gagné la Baligue l'an dernier, s'est effondré en Eurocup. Pour autant, on ne peut pas considérer que c'était un échec parce que c'était la saison 0. Là, on arrive en saison 1. Ils intègrent l'Euroleague du fait du forfait du club russe. Le recrutement est ciblé. Moi, j'avais peur que ce soit un truc ultra massif, etc. Les garçons, un petit point là sur le recrutement, les arrivées, entrées-sorties, un petit avis, une hot take. Je peux te le faire. Ils ont ramené James Nunnally, Ioannis Papapetrou, pardon, Dante Exum et Danilo Andouzic de retour à la maison. Super comme recrutement. Enfin, c'est un recrutement que des joueurs qui étaient en Euroleague. Et que Donc des déjà, joueurs de c'est tier 1 ou 2. Hein. c'est un recrutement qui est ciblé pour dire on vient et on veut jouer, quoi. Clairement. Complètement. Moi, le recrutement, les 4 joueurs m'intéressent, hein. Pareil, je partage. Mm. Il y a La aussi le question fait de que Bob, tu... Pardon. Tu disais, Ah, Olivier? vas-y. Bah écoute, moi je disais, voilà, comme disait Matt, tu as 4 joueurs intéressants.
Il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Et pourquoi il les a pris, Obradovic? C'est un recrutement je dirais pas XXL, attention, XL, dans la mesure où ils prennent des mecs, on va dire, expérimentés, à fort potentiel offensif et collectif pour pallier la jeunesse qui a fait défaut l'année dernière. C'est pour ça d'ailleurs que bah, tu te fais sortir par Et Bourza. c'est très parce que Vas-y, oui. tu disais? Et puis il n'y avait rien à dire en plus hein, sur le fait de se faire sortir, mais Ah oui. c'est c'est intéressant hein, parce que vraiment pour le coup, alors c'est des joueurs de rôle. Plus. Alors de rôle de très haut niveau, on en parlait pour James Nunnally, c'est le terme qu'on avait C'est sorti clair. exactement. Joueur de rôle de très haut niveau. Nunnally avait pris un relais à la création, mais son premier rôle, lui, justement, c'est d'être un créateur secondaire ou tertiaire. Il peut apporter du scoring et de la défense. Exum, on l'a vu sur ce rôle d'arrière-ailier, de role-player défensif absolu au Barça. Donc, a priori, du fait des blessures de Abramovich et Gregor Glass, il serait utilisé en rôle d'initiateur. Je n'y crois pas du tout, personnellement. Pour moi, c'est du bluff. Et Zelko veut absolument pas euh, dévoiler son approche tactique. Donc, pour moi, c'est du bluff. Ce sera un role-player défensif. Papa Petrou, bah, de toute façon, il fitterait dans n'importe quelle équipe, Ioannis Papa Petrou, mais arriver à récupérer un joueur référencé comme ça dans une équipe jeune, c'est juste parfait. Et Danilo, il y a la touche locale, même si il a quand même, moi, je trouve, montré des limites dans la versatilité sur le jeu Euroleague l'an dernier avec Monaco. Alors, quid de l'utilisation, mais Danilo, pour moi, c'est vraiment plus pour la touche locale. Quoi qu'il en soit, ces quatre arrivées sont toutes plus fortes que les joueurs qui sont partis. On va pas les citer pour pas leur manquer de respect, mais on voit clairement que Zelko il voulait certains joueurs. Les moyens financiers, il les a. Donc je pense qu'il n'a pas voulu en exiger plus que ça. Donc c'est-à-dire qu'il fait confiance au groupe existant, ou en tout cas il veut leur signifier qu'il leur fait confiance. Il y a une ossature qui se dégage vraiment bien précise, hein, avec Mathias Le Sort, Samaïl Agic, Papa Petrou, Nunnally, Exum, Punter. Et, et voilà, elle est là ma question en moi. Euh, pour moi, autant vraiment, le coach est incroyable, l'équipe est globalement bien structurée, mais il y a un manque colossal pour pouvoir faire les playoffs. Pour moi, c'est la création primaire. Enfin, Comment ça? qui est le créateur primaire de cette équipe? Il n'y en a pas. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et moi, je me demandais si il n'allait pas justement essayer de responsabiliser peut-être Exam dans ce registre-là. Mais parce que j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. C'est une équipe qui est, je trouve, d'une force athlétique assez extraordinaire. Ça va être physique. Je pense que défensivement, ça va bien tenir. Mais en attaque, effectivement, pour créer, aujourd'hui, j'ai pas de nom. Et si c'est Punter qui crée, ça m'inquiéterait. Ouais, bah, c'est clair. Je pense qu'il y a un truc dont je voulais absolument vous parler et je voulais votre avis. C'est que, bon, créateur primaire, bon, moi j'avais Exum, mais bon, ça se discute. Voilà. Puis il vient d'arriver au club, mais c'est la question que, à 10 000 euros, c'est comment va réagir Kevin Punter à l'arrivée de ces mecs-là, notamment Anduzic et Exum, plus Exum d'ailleurs, et surtout quel rôle pour les jeunes. Tu avais une équipe qui était principalement basée sur des talents locaux, au moins, comme Yam Madar, pour ne pas le citer. Comment va-t-il réagir lui, par exemple? Est-ce qu'il va être titulaire? Qu'est-ce que Jelko va attendre de lui? Ça va être super intéressant de se dire, le Partizan, bon, équipe de jeunes encadrée par des vétérans, mais ces jeunes-là, quel rôle pour eux? Est-ce qu'ils vont être relégués comme des tourneurs de serviettes ou au final, est-ce que, on va leur demander voilà, de lâcher des chevaux et aux anciens de cadrer le truc pour essayer de gagner des matchs? Ça va être super pertinent. Et notamment sur des équipes de tier 3, les Alba, les Žalgiris, c'est ce qu'ils vont prendre ces matchs-là. La jeunesse peut peut-être leur faire perdre. Et c'est voilà, c'est vraiment une équipe que j'attends au tournant. Radovic répondait à ça dans une interview donnée à Basket News la semaine dernière. Il disait qu'il allait utiliser l'ensemble du roster, les 14 joueurs, qu'il allait responsabiliser les jeunes, pas uniquement en ABA League. Donc aussi en championnat. Alors, là, il jouait en compétition, il jouait à la VTB Super Cup et effectivement, les rotations étaient ouvertes. Alors, en fait, après, c'est les matchs de début de saison, donc ça n'a pas vraiment de valeur. Mais on a vu justement voilà, une ouverture du roster. En fait, je suis un petit peu inquiet parce que donc l'an dernier, le Partizan recrute Alexa Abramovic. Mhm. Initialement, l'idée c'était qu'il puisse apporter du scoring, du shooting et de la défense, ce qui est sa spécialité. Bah, du fait du manque de création,
pour les autres, il a eu la balle beaucoup, et on l'a vu en play-off, en Aba League, faire d'énormes performances, mais aussi énormément de déchets, parce que c'est pas un joueur qui est habitué à faire ça. Mais Kevin Punter étant sur courant alternatif, donc le Jamal Crawford d'Europe, là, non, mais il a des pics incroyables au scoring, mais on peut pas faire tourner une équipe sur lui, c'est impossible. Parce qu'il n'est pas très fiable et que Zelko, c'est un joueur quand même avec des systèmes solides et Kevin Punter a un système. Il n'y a pas le temps, quoi. Enfin, c'est l'impression qu'il donne. Moi, je trouve que lui, il ne fit pas du tout avec l'équipe. C'est terrible, mais bon, au prix où ils l'ont payé, il est encore dans le contrat. Il va falloir l'utiliser. C'est dommage de ne pas le faire, quand même, parce qu'il a du talent. Mais en gros, si vous repartez avec Alexa Abramovic en créateur principal ou un bis, et que avec ce créateur-là, aussi fort soit-il, ça n'a pas marché ni en Eurocup, ni en Aba League, vous imaginez bien qu'en Euroleague, c'est quand même très plafonné, quoi. Bah oui, bien Euh, sûr. Parce que donc, il faut qu'il finisse les actions. C'est un mec qui peut être capable de faire de grosses pointes, mais il faut pas trop lui en demander non plus. C'est notre chouchou, mais c'est pas un super-héros. en fait, avant de redonner la parole, Mathieu, moi, j'étais très hypé par l'arrivée du Partizan en Euroleague. Je le suis toujours, évidemment, parce que je suis très, très content. À tel point que je les avais vus en play-off sur un premier ranking. Mais en présumant de ce qui allait pouvoir être recruté. Et en fait, j'adore le recrutement, mais il manque une pièce, quoi. Vraiment, il manque une pièce, c'est un meneur de jeu ou un combo guard qui amène du volume, quoi. Enfin, ils auraient dû, eux, récupérer Wade Baldwin, par exemple, parce qu'il aurait pu amener ça, finalement, aussi régulier soit-il. Il manque cette pièce-là. Alors, est-ce qu'ils vont le récupérer après les training camp NBA? Il faut pas non plus écarter l'hypothèse, hein. Est-ce que l'arrivée de Campazzo au Real, potentiellement, va pas faire partir Williams Goss et puis pour le récupérer? J'en sais rien. Enfin, c'est des choses, je pense que Obradovic doit avoir en tête, quoi qu'il en soit. Euh, Est-ce que cette année, là, le Partizan, leur idée, c'est pas d'essayer de terminer devant Zvezda en Euroleague, et puis peu importe à quel niveau du classement c'est? Pour moi, oui. C'est la saison d'apprentissage. C'est la saison d'apprentissage. Ils arrivent. C'est leur première année en Euroleague depuis quelques temps. Ils ont déjà, ils ont déjà réussi à aller chercher un recrutement qui va leur apporter une référence, une base. Maintenant, c'est vrai que dans le jeu, il va falloir trouver les ajustements à faire. Face au gros, je les vois pas exister, je les vois pas exister, mais derrière, il va y avoir l'occasion, sur quelques matchs, d'emmagasiner de la confiance, de faire jouer les jeunes. C'est un process. C'est un process. Moi, c'est comme ça que je vois cette équipe de partisans. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'aller chercher ce deuxième tiers, mais pas de finir dans le troisième, en fait. Mm. Ouais, je vois la même si avec un coach comme Gelko, tu peux espérer que mieux. Mais je pense qu'il y aura de l'apprentissage, il y aura aussi de cibler quels joueurs pourraient aller mieux pour peaufiner leur roster la saison prochaine, donc essayer de sécuriser cette place en Euroleague. Et je pense qu'ils l'ont mauvaise d'avoir perdu là-bas. Donc voilà, la rivalité avec l'Étoile Rouge, on la connaît, mais ça va être de leur montrer tout de suite qu'ils peuvent finir au-dessus d'eux en Euroleague et leur prendre la Baligue. Donc il y a ces deux dimensions-là. Je pense qu'elles sont jamais loin quand on parle de ces équipes. Je voulais faire un mini point Cocorico parce que enfin Mathias Le Sort arrive en Euroleague avec a priori un rôle établi, hein, parce qu'il a fait un passage au Maccabi Londres, il était passé par Zvezda. Monaco, arrivé en Euroleague, avait choisi de ne pas le conserver. Alors bon, on ne peut pas donner tort à Monaco dans la mesure où ils ont été ultra performants, mais je suis très heureux de voir un garçon comme Mathias Le Sort arriver, avoir sa place, commencer une saison en Euroleague, parce que je suis persuadé que, en tout cas, dans la manière dont est structuré le Partizan, il peut vraiment avoir sa place. Euh, le président du Partizan, c'est Mihailovic, me semble-t-il, a annoncé qu'ils allaient battre les records de réservation de places. Donc, après tes voir la pionnière vibrer, ça va être vraiment chouette. Euh, Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur le Partizan? Pas grand-chose, sauf que ça fait un bien fou de les retrouver. Euh, voilà, je pense que pour les mecs de ma génération qui ont grandi avec le documentaire de Léo Westermann aux Partisans, ben, pour Romain, voilà, parce qu'on ne peut pas parler du Partisan sans parler de Romain, je pense que ça nous fait des papillons dans nos petits cœurs de voir
de voir le Partizan en Euroleague. Et quelque part, tu as besoin d'une équipe comme ça, tu as besoin du derby de Belgrade pour avoir une vraie Euroleague. On va tous vibrer et on conseille à ceux qui nous écoutent, qui ont l'habitude de plus regarder de la NBA, de vraiment se concentrer sur cette équipe et surtout sur ce derby, parce que le vrai basket, c'est là-bas que ça se passe. Ça se passe aussi là-bas. Non, t'inquiète, je te change. C'est celui que je préfère, mais ce que je voulais vous proposer, et puis pour éviter que nos auditeurs soient dans le flou, c'est que on discute un petit peu justement de ce classement et puis qu'on arrive à faire un classement de notre tiers, là, donc nos 6 équipes, dont 5 historiques et Trinkieri. Vous l'avez compris, les auditeurs, là, on a fonctionné par binôme d'équipes. Donc Virtus Olympiakos, on les avait classés ensemble. Est-ce qu'on était d'accord sur Virtus en 7 et Olympiakos en 8? Tout à fait. Ouais, effectivement. Ok. C'est dégueulasse le consensus. Ce que je vous propose, c'est ensuite, on part d'en bas, donc du 12e. Et pour ça, je vous propose de faire des comparaisons. C'est-à-dire que donc là, on a abordé 2 équipes avec une timeline assez longue, des jeunes. Pour vous, qui termine devant entre le Bayern et le Partizan? Moi, j'ai mis le Partizan 12. Ok. Corentin, entre le Bayern et le Partizan, qui termine premier? Très dur. Dans l'autre. Très dur. Parce qu'on a une équipe de plancher et on a une équipe, on ne sait absolument pas ce qu'ils vont donner. Il faut être lucide. Hein. Donc, je mettrai le Bayern avant le Partizan. Ok. Et donc, moi aussi, Bayern avant le Partizan. Est-ce qu'on se dit tous que le Partizan termine 12e? Ouais. Moi, je les voyais au-dessus du Maccabi et du Pana. Hein. Moi aussi. Et Matt, tu les voyais comment, toi? Tu voyais le duo là en dessous du duo Maccabi-Pana? Ah, je t'ai pas entendu. Moi, je les vois 12e, ouais. 12e. Ok. Ouais, je les vois 12e, ouais. Démocratiquement, on part sur Partizan 12 alors? On part là-dessus, ouais. Ça me fait mal au cœur. Hein. C'est là qu'on va voir comment on inclut les autres équipes. Donc on sait qu'on a le Bayern au-dessus. Ce que je vous propose d'abord de faire, c'est... Attends, tu vas voir. Maccabi, Pana. Qui est devant qui? Pana devant Maccabi pour moi. Ouais, pareil pour moi. Il a coupé, je pense, là. Ouais. Ouais. Il y a eu bug et là, je pense que c'est encore... du coup, c'est en train de réenregistrer. Donc là, on ça va... réenregistre. Ouais, ça revient. Mais j'attends qu'il revienne. Désolé les gars, j'ai le Wi-Fi qui a disparu d'un coup. Vous m'entendez? Ouais. Alors, ouais, là, on t'entend bien. Ouais. alors, est-ce que vous m'entendez? Yes, on t'entend. Alors, du coup, je vais... Je t'entends pas, Olive. Tu m'entends? Du coup, ce message est pour Romain. Sur la partie d'avant, on terminait, mais Coco a été déconnecté, il ne nous entendait pas. Donc là, on repart sur le classement intra-tiers. Voilà, qu'il faudra couper. Allez, dans 5 secondes, du coup, je redémarre. Alors, on a pu classer le Bayern devant le Partizan. Maintenant, à voir comment on inclut les autres équipes. Donc, une question, les gars. Maccabi, Pana, qui est devant qui? Pour moi, le Pana devant le Maccabi. Pareil. Ok. Et pareil. Donc, maintenant, on descend un petit peu au classement. Est-ce que le Partizan est devant le Maccabi? Pour moi, non. Le Maccabi est devant le Partizan. Moi, j'ai le Partizan devant le Maccabi, les gars. Ça va être, ça va être Trafalgar pour eux. Et moi, j'ai le Maccabi devant le Partizan, mais du coup, l'avantage, Coco, c'est que vu que tu fais ça, on a donc, si ça vous va, Partizan en 12, Maccabi en 11. Ça le fait bien descendre au classement. C'est bien. Et donc, il faut qu'on classe maintenant Bayern et Pana pour savoir qui est 9 et qui est 10. Alors, je vais me lancer. Moi, alors, c'est vraiment par goût, donc c'est totalement subjectif. C'est horrible, je déteste faire ça, mais je vais mettre le Pana en 9 devant le Bayern. J'y crois pas, sincèrement, j'y crois pas, parce que je vois mal le Bayern en s'étant renforcé, faire vraiment moins bien que la saison dernière. Ils avaient fait 8 ou 7, je sais plus.
Bon, là, je vais faire 10 et je vois le Pana devant parce que j'aimerais vraiment qu'il se mette à la lutte jusqu'au bout. Je peux jouer aussi au coup de cœur. Moi, j'avais mis le Pana en 9 à la base, donc ça me conviendrait bien ce classement. Et je t'avoue que le fait de parler du Bayern tout à l'heure, ça me fait presque vraiment hésiter. Mais ouais, Mm. Pana, moi, ça me va en neuvième si c'est bon pour toi, Corentin. Je vous suis de toute façon à partir du moment où on met le partisan 12e. Et Je réponds l'Olympiakos plus de reste devant rien. le Pana, donc ça te va. Oui, ça c'est bon. C'est bon. On va essayer pour une fois de ne pas s'insulter, à se départager. Et alors, donc, je propose pour les auditeurs de remonter parce que, vu que, chers auditeurs, vous nous êtes fidèles et vous aurez écouté le tiers 3 avant ce tiers-là, euh, nous aurons donc à la 12e place le Partizan de notre Power Ranking, puisque c'est là-dessus qu'on tombe. 12e place Partizan, 11e place Maccabi Tel Aviv, 10e place Bayern Munich, 9e place Panathinaikos Athènes, 8e place Olympiakos Le Pirée. Imaginez la guerre que ça va être pour la guerre pour la 8e place entre l'Olympiakos et le Pana, ça va être merveilleux. Juste pour le storytelling, on a envie. Et 7e place, les nouveaux arrivés de la Virtus Bologne. Les garçons, un petit truc à ajouter avant le mot de la fin, peut-être, pour l'un d'entre vous. Ben, qu'on va avoir des Bah, derbies magnifiques l'année prochaine. t'es déjà magnifique, puis c'est une dinguerie. Là, on vient de faire un tiers 2 qui est le tiers de ballottage. Et quand on voit les équipes, enfin, on se dit que le niveau est sacrément relevé. Sacrément relevé. Donc, super. Ça va être Effectivement. très intéressant. Alors, je ne sais pas exactement dans quel ordre seront diffusés les épisodes, et si d'autres vidéos vont sortir entre-temps, mais voilà, attendez-vous à du contenu. On va essayer de développer un petit peu ce qu'on propose selon vos goûts. Donc, pour continuer à se développer, n'hésitez pas à nous faire des retours, c'est super important pour nous, qu'ils soient positifs, négatifs, etc. Et puis merci déjà d'être là à tous les auditeurs. Merci à vous les gars. Et puis, c'est parti pour une année de Euroleague. On va se régaler. Yes!